bonjour déjà pour ce webinaire qui va vous permettre de prendre connaissance des nouvelles dispositions du règlement de la CSDGE. Oui, donc ce webinaire pour donner à ceux qui sont avec nous quelques informations sur le nouveau règlement qui vient d'être adopté le 12 par le ministère, enfin qui a été validé par le ministère. Il y a trois grandes nouveautés. La première nouveauté, c'est que le candidat s'inscrit tout seul. Je ne sais pas encore ce qui sera fait dans la réalité, mais il y a de fortes chances qu'on garde le même imprimé avec la nuance très importante suivante, c'est que la signature cette imprimée qui exigeait la signature du professeur, du président de ligue, etc., ces signatures ne seront plus nécessaires. Le candidat peut l'envoyer pour les premiers, deuxièmes dan à la ligue tout seul avec sa signature et la candidature sera acceptée. Pareil pour les troisième, quatrième dan, il peut l'envoyer, pareil pour les cinquième, sixième, etc. Ça, c'est la première nouveauté. L'examen étant un examen d'État, le candidat s'inscrit tout seul. Il n'a plus besoin de parrainage, il n'a pas besoin de feu vert de qui que ce soit. La deuxième nouveauté, c'est que les examens sont à présent généralisés du premier au sixième dan. La norme, c'est les examens, non seulement pour le premier, deuxième, troisième, quatrième, mais également pour le cinquième et sixième. Et enfin, la troisième grande nouveauté, c'est que les aménagements sont maintenant beaucoup plus élargis. Dès l'instant où il y a un handicap ou une affection quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle est permanente, le candidat peut demander un aménagement. En particulier, pour prendre un exemple qui va vous montrer tout de suite la différence avec ce qui se passait encore il y a 2 ans, quelqu'un qui a déjà un âge conséquent et qui a une grosse arthrose de genou, qui ne peut plus faire de suwaliwaza, peut demander un aménagement et normalement c'est accepté bien sûr. L'affection en question doit être indiquée ou attestée par un certificat médical. Ce certificat, bien sûr, n'est ouvert que par le médecin fédéral. Mais partant de là, quelqu'un qui a des problèmes de genoux pourra quand même, cette fois-ci, voilà, c'était pas le cas il y a 2 ans, obtenir un aménagement qui lui permet de passer son grade sans avoir de Suwaliwaza Hamiandachi. Bien sûr, la durée reste la même et c'est au jury de remplacer la phase 5 minutes maximum de Suwaliwaza Hamiandachi par du travail debout, arme à main nue, ou que, voilà. Ça, c'est à voir chaque fois. Ça, c'est les trois grandes nouveautés. Donc, je répète, le candidat s'inscrit tout seul, les examens sont généralisés du premier au sixième, et la troisième nouveauté, c'est la généralisation possible pour les aménagements, à condition, bien sûr, que l'affection soit euh, permanente ou quasi permanente. Voilà, c'était le début. Donc, je ne sais pas maintenant, est-ce que je dois rentrer dans les détails ou est-ce que... Non, non. Paul, on va faire comme on a fait avec les présidents de ligue. Je vais faire rapidement l'intro, puis on va laisser Marc peut-être dérouler le Oui, diaporama si tu veux. oui, Ouais. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Juste avant que Marc, le contexte général, on va passer un peu de temps là-dessus, surtout sur les nouveautés. Et c'est Marc qui va à Marseille, donc que vous connaissez, mais qui va se présenter, qui va dérouler ça. Et ensuite, un jeu de questions-réponses. On ne prolongera pas bien au-delà. Je pense qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ce webinaire est enregistré et sera accessible, bien sûr, par un lien de téléchargement à tout le monde, y compris les clubs qui n'ont pas pu se connecter. Et en fonction des questions que vous pourrez poser après, ou que vous n'avez pas eu le réflexe de poser là, ou sur lesquelles vous n'avez pas de réponse, on imagine mettre en place et en ligne une foire aux questions, comme ça se fait très souvent, pour répondre à des questions ponctuelles et on vous informera de la mise à jour. Quelques points de contexte général. Ce règlement est important parce que le dernier règlement qui a été validé par le ministère date de 2023. Donc ça date un peu puisque entre-temps, les projets de règlement n'avaient pas été validés par le ministère. Pour répondre à des questions qui parfois, on les voit sur les réseaux qui nous écrivent, il faut faire la différence, et ce n'est pas neutre, entre la CSDGE et les ligues et les fédérations. Une fédération est agréée. En fait, il n'y a qu'un organisme qui est délégataire pour le ministère pour délivrer des examens d'État. Et ce n'est pas une fédération, c'est la CSDGE. Précédemment, c'était l'UFA. Sauf que le ministère a refusé ce qu'on appelle aujourd'hui un parapluie, hein,
En fait, une coquille comme l'IFA qui comprend des fédérations mais qui n'a pas d'adhérents en propre soit elle-même délégataire. Donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, vous avez dans ce règlement, vous le verrez, une des fédérations a été obligée de porter la CSDGE en collaboration avec l'autre. On ne peut pas faire porter ça sur les deux fédérations. Le fait d'être délégataire, ça veut dire que le ministère délègue à la CSDGE la responsabilité de délivrer des grades qui valent examen d'État. Paul l'a dit, faites très attention, enfin c'est du vocabulaire qui n'est pas que du vocabulaire. Un examen, c'est pas une gratification ou une bonification. Ça veut dire que lorsque vous recevez une médaille, quelqu'un vous propose la médaille. Lorsque vous passez un examen, vous vous inscrivez à l'examen. C'est toute la différence. Et on est bien sur un examen d'âne et pas un titre. Ça, c'est la première chose. Les examens d'État répondent à certaines contraintes. Paul en a cité deux qui sont clairement apparentes. La notion de handicap, revenant dessus, je ne m'étends pas. Et la question de l'inscription par soi-même quand on est candidat non plus, puisque Paul l'a très bien décrite. Un dernier point, et c'est pour ça que ce règlement a cette forme-là, hein, qui est un peu particulière, si vous voulez, ceux qui ont été la curiosité de le télécharger, c'est qu'en fait, on doit avoir une égalité de traitement vis-à-vis de tous les candidats. Alors, ça concerne bien sûr le handicap, mais ça concerne aussi la manière de passer l'examen. Et c'est pour ça que vous voyez apparaître quelque chose qui n'était jamais apparu dans ce règlement. C'est un livre 2 où en fait toutes les disciplines associées, aussi bien la FAB que et la 2F3A, avec toutes les disciplines associées de chez nous, mais aussi le système ont des règlements d'examen qui sont dans la partie non mise en œuvre technique, hein, extrêmement proches dans les durées, dans le nombre de personnes qui sont au jury et dans les grilles d'évaluation. Enfin, en tout cas, les grilles oui, d'évaluation, pas d'interrogation. Je voudrais finir quand même par un remerciement à tous ceux qui ont travaillé là-dessus, entre autres aussi aux disciplines associées, parce que l'effort a été assez considérable pour eux, puisqu'ils ont dû rentrer dans un moule qui n'était pas forcément le leur. On a travaillé en parfaite collaboration avec la FAB pour construire ces choses-là. Et pour vous dire que ce règlement a donné lieu à quelques échanges en amont avec le comité des hauts gradés et avec les présidents de ligue. Donc pour les présidents de ligue qui sont connectés ce soir, vous n'y verrez pas forcément quelque chose de très neuf, sauf à la fin de la diaporama, puisque on est en attente d'arrêter, mais on a commencé à lancer les opérations. Et donc il y a des dates qui aujourd'hui sont figées, qui nous permettent d'avancer. M'en reste là, Marc, je te passe la main et tu me dis quand est-ce qu'il faut que j'avance le diaporama. D'accord. Alors, donc, ça a été dit déjà. Pour certains, il n'y aura pas d'éléments nouveaux pour ceux qui ont assisté à la présentation, notamment au président de ligue. Euh, ce nouveau règlement, qui est un règlement de compromis, alors il ne sera pas parfait, il ne sera jamais parfait, hein, mais c'est vraiment le fruit de négociations entre les deux fédérations, le ministère, les disciplines associées, voilà, et d'aller-retour pendant quasiment un an, pendant 8 mois en tout cas, voilà. Euh, Ce souci d'équité vis-à-vis de l'examen. Concrètement, ça veut dire que tout le monde doit avoir les mêmes conditions d'accès, les mêmes durées entre les grades, les mêmes âges possibles pour obtenir un grade. Et donc, le règlement aujourd'hui est divisé en deux livres. Un premier livre qui définit de façon générale les dispositions d'accès à l'examen et les conditions d'examen. Là aussi, il faut que la durée d'examen soit la même pour tout le monde et ça inclut les disciplines associées et c'est pour ça que ça leur a demandé un effort particulier parce que chacun avait des modalités d'examen qui étaient les siennes. Et là, la contrainte a été tout le monde est aujourd'hui sur un examen de un quart d'heure plus ou moins 3 minutes. Voilà, quelle que soit la discipline, quelle que soit la variété des armes, des katas, des formes, etc., on doit arriver à la même chose. Donc, le premier livre définit les conditions générales qui s'appliquent à tous. Et le deuxième livre, c'est l'ensemble des réglementations techniques. Donc, il y a une réglementation technique par discipline. Voilà, on peut commencer à avancer. Donc, la réglementation générale, elle définit le fonctionnement de la CSDGE, les dispositions générales pour les examens, donc les conditions administratives pour pouvoir s'inscrire, les aménagements pour handicap
ou affection physique ou psychique, les conditions pour être examinateur et jury, et définit les grades sur dossier, les équivalences sur dossier, etc. Donc c'est vraiment le cadre général. On peut passer, parce qu'on reviendra sur les différents éléments. Donc, ça a été dit et répété. Le grand changement, qui est un vrai changement culturel pour nous, c'est le candidat s'inscrit lui-même à l'examen. Ce qui ne veut pas dire que dans la réalité des clubs, il ne peut pas poser la question à son professeur ou son professeur ne peut pas lui donner un avis, mais dans les faits, c'est le candidat qui y va de lui-même, puisque c'est un examen, voilà, et ça a été expliqué, non pas une distinction. Je ne sais pas si ça vaut le coup de revenir sur les durées et les âges, hein. En fait, on va retrouver des 2 ans entre le premier et le deuxième Dan, 3 ans entre le 2 et le 3, 4 entre le 3 et le 4, 5 entre le 4 et le 5, et 6 ans entre le 5 et le 6. Et là aussi, on s'est aligné sur ce qui se faisait, sur ce qui. Ça a été aussi le fruit de négociations, puisqu'entre pour les 5e et 6e Dan, ça a été un peu modifié par rapport à ce qui se vivait auparavant. Donc voilà. Alors, les personnes en situation de handicap. Donc bien comprendre que on parle de situation de handicap, ça ne veut pas dire que les personnes sont handicapées, ça aussi, ça a fait l'objet de débat. Ça veut dire que dans les conditions dans lesquelles doit se passer l'examen, certaines personnes ne peuvent pas le faire, enfin se retrouvent en condition de handicap. Soit par un handicap qui est général, reconnu, qui peut être une amputation, qui peut être une surdité, qui peut être un problème de malvoyance, soit sur quelque chose qui risque de nous toucher beaucoup et qui est plus circonstanciel, qui est par exemple l'impossibilité de travailler à genoux, liée à l'âge, à l'usure, enfin voilà, et aux pathologies diverses dont on souffre. Donc, il est établi que toute personne souffrant d'un handicap doit pouvoir bénéficier d'un passage aménagé. Donc, il y a un process qui a été mis en œuvre. Donc, la demande, elle doit être faite avant le 30 septembre pour l'examen de février et avant le 31 janvier pour les examens de juin. L'idée, c'est que la demande est faite avec une lettre d'un médecin, du médecin de la personne qui en fait la demande au médecin fédéral. Et ensuite, les médecins fédéraux, puisque les deux médecins fédéraux travaillent ensemble et la commission médicale, vont voir avec notamment le professeur de la personne qui se présente quelles sont les possibilités d'aménagement ou quels sont les aménagements déjà existants. Le dossier est ensuite transmis à la CSDGE et c'est la CSDGE qui accepte ou pas l'aménagement qui est proposé par la commission médicale. Voilà. Donc, il s'agit de problèmes définitifs ou en tout cas des affections durables dont on ne connaît pas la fin. Donc, voilà, ça ne peut pas être une blessure ponctuelle sur une année. Existera la possibilité, ça laisse du coup le passage sur dossier uniquement pour des personnes dont les conditions psychiques ou physiques font qu'il n'est pas possible d'aménager un examen. Voilà, donc ça sera finalement très très peu de personnes. On peut passer au suivant. Donc pour les grades 1 à 4, il n'y aura pas de changement, hein, globalement dans ce qu'on connaît les uns et les autres, indépendamment de cette question de l'inscription et des questions d'aménagement possibles pour les gens qui ont des problèmes physiques ou psychiques durables. Donc, les grades 1 et 2 dépendront, comme c'est le cas actuellement, des ligues, les grades 3 et 4 de la fédération. Pour les outre-mer, des aménagements sont prévus en raison de l'éloignement et de la difficulté d'avoir parfois des hauts gradés sur place, suffisamment de hauts gradés. Donc, il y a un certain nombre d'aménagements qui seront prévus. L'examen, puisque c'est un examen, sera noté sur 20. Hein, tous les examens du 1er au 6e Dan seront notés sur 20 et il faudra avoir la moyenne, c'est-à-dire qu'à 10, la personne est reçue. Alors, on peut passer. Voilà, pour les grades 5 et 6, donc la norme désormais devient l'examen.
Il y aura une session par an. Et l'idée quand même pour les 5 et 6, c'est que autant de 1 à 4, on juge d'un niveau technique, hein, ou en tout cas de l'acquisition d'un certain nombre de principes au travers de la technique. Pour les grades 5 et 6, c'est aussi la reconnaissance d'un parcours, ou c'est surtout la reconnaissance d'un parcours, puisque la technique, elle est jugée jusqu'au quatrième. Donc, il y aura des prérequis. Donc, la personne doit cocher au moins deux conditions pour pouvoir prétendre à l'examen, en tout cas au parcours qui l'emmènera vers le 5 ou le 6. Donc, on a vu être titulaire d'un diplôme d'enseignement, être sur la liste des examinateurs, être ou avoir été membre d'un comité directeur national ou des organes territoriaux des fédérations, avoir été technicien national ou régional, être recommandé par un haut gradé ou être enseignant depuis 5 ans. Donc, il faut qu'il ait au moins deux de ces conditions qui soient remplies. Voilà. Ensuite, on peut passer sur le dossier de recevabilité. Donc, à partir de là, il devra constituer un dossier dans lequel il aura une lettre CV qui retrace son parcours complet, accompagné d'attestations qui justifieront les prérequis qu'on va avoir tout de suite, et puis les dates marquantes, voir quels sont les professeurs qu'il a suivis, les clubs dans lesquels il a enseigné, les ceintures noires formées, les stages animés éventuellement, les responsabilités exercées sur le plan technique ou administratif. Une lettre de motivation dans laquelle il précise où il en est de sa recherche, de sa pratique, voilà, entre 1 et 3 pages. Et puis une attestation justifiant d'une pratique régulière ou d'un enseignement depuis son dernier grade, donc pendant les années séparant les deux grades, une pratique qui serait de 72 heures. 72 heures, c'est très peu, hein. C'est 2 heures par semaine sur 36 semaines par an. Hein, voilà, donc c'est un tout petit, un tout petit montant, donc soit en enseignement, soit en pratique, soit les deux. Voilà. Donc voilà. Donc ce dossier, il sera étudié. Il devra, par ailleurs, mon copie du passeport, certificat médical, suivre un cursus de formation. Et là aussi, ça a été l'objet d'une discussion, puisque notamment nos amis de la FFAB avaient un fonctionnement relativement différent de ce qu'on a. Et donc, pour nous actuellement, il se traduira par un stage, un week-end obligatoire, sous la direction de 3 hauts gradés, 7 ou 8e dan. Voilà. À l'issue duquel ils pratiqueront, ils rencontreront les candidats, ils se feront une idée, eux, de ce qu'ils voient et de l'attitude des candidats lors de ce week-end. Voilà. Et ils transmettront ensuite au jury, là aussi, les observations qu'ils auront à faire. Voilà. Qu'ils auront fait pendant le week-end. Donc voilà, on a un ensemble d'éléments préalables à l'examen. On peut continuer. Voilà, donc les jurys pour les grades 5 et 6 sont constitués de 7 et de 8e dan. Et là aussi, comme pour le 1 à 4, il faudra avoir 10 sur 20 pour être reçu. On peut avancer. Bon, peut-être pas revenir sur les dossiers pour les 7 et 8e dan. Il y a pas vraiment de changement. Voilà, sauf que c'est les candidats qui adresseront leur dossier de demande de 7e ou 8e dan. Les temps ont été augmentés, là pour le coup, puisqu'ils sont passés à 12 ans pour le 7e dan et à 15 ans pour le 8e dan. Voilà, avec un dossier dans lequel notamment les instances techniques et administratives des fédérations s'exprimeront. Les grades sur dossier, donc on a vu que ça s'adressait essentiellement à des gens qui sont dans une situation de handicap ne leur permettant absolument pas de passer un grade aménagé. Voilà. L'autre possibilité qui reste extrêmement exceptionnelle, et on peut voir en dessous, on regardera le tableau. Donc, pour ceux qui sont en situation de handicap, les conditions d'attribution et les délais, c'est-à-dire les âges d'accès et les délais, si c'est pour handicap, on revient aux mêmes conditions que pour les grades sur examen.
C'est-à-dire que ça sera aux mêmes âges avec les mêmes délais entre les grades. Sachant que ça, a priori, ça concernera assez peu de personnes, voilà, puisque il y aura finalement peu de gens qui ne pourront absolument pas passer d'examen aménagé. Et les autres grades sur le dossier relèveront vraiment de l'exception, hein, pour service rendu à la cause de l'aïkido. On peut redescendre un peu sur la partie suivante. Voilà, en disant, on laisse la porte ouverte, sachant que ça sera quelque chose de très exceptionnel. Un club ne pourra demander qu'un premier ou un deuxième dan, hein, ou un organe territorial. Pour un troisième et un quatrième dan, il faudra que ce soit fait à la demande de la ligue, au moins d'une ligue ou de la fédération ou de la structure spécialisée quand il s'agit d'une discipline associée. Et pour un cinquième ou sixième dan, à la demande de la fédération. Voilà, ou de la structure nationale du budo affinitaire ou associé. Voilà. On continue. Bon, la réglementation technique, on la verra. Chaque sous-partie est composée de chaque partie est composée de 3 sous-parties. Les modalités de déroulement pour les examens du 1er au 4, les modalités de déroulement pour les grades 5 et 6 et les annexes qui sont les spécificités propres à chaque discipline. Voilà. Donc pour les grades 1 à 4, il n'y aura pas de changement pour les durées, l'interrogation, etc. Les grilles d'évaluation, alors là, je pense que ça va être un sujet. Donc il y aura une note sur 20, on peut avancer peut-être. Je ne sais pas si c'est... voilà. Donc il y aura 2 composantes. Hein, dans la restitution, ce qui nous est demandé, c'est d'avoir un cadre identique de restitution de notes au ministère. Voilà, avec 2 grands blocs. Donc, on a une composante notée sur 12 qui apprécie la connaissance formelle, la réalisation, l'intégration des principes, etc., qui correspond, je dirais, à la partie savoir formel et savoir-faire, et une composante notée sur 8 elle, va plutôt être de l'ordre du savoir-être et de l'attitude du candidat en tant que hooké. Voilà. Donc le reste, c'est le reishiki, le respect du cadre de l'examen, la vigilance. On aura vu un certain nombre d'autres points, mais on viendra un peu plus dans le détail un peu plus tard, puisqu'on travaille sur un document un peu plus exhaustif. Voilà. Mais l'idée, c'est que il y ait une seule feuille de restitution, hein, qui n'est pas exactement la même chose qu'une grille d'analyse, hein, mais c'est la feuille de justification du résultat. Elle aura cette forme-là pour tout le monde. Voilà. Donc, une note sur 12, une composante sur 12 qui correspond, encore une fois, au savoir formel et au savoir-faire, et une note sur 8 qui correspond plutôt au savoir-être, sachant qu'il y a un certain nombre de points. Si on parle du Shissé, est-ce que c'est du savoir-faire, est-ce que c'est du savoir-être? Enfin, on a un certain nombre de notions qu'on peut regrouper, qu'on pourrait retrouver dans les deux. Voilà. On continue, donc il faudra avoir 10 sur 20. Pour les grades 5 et 6, il y aura 2 épreuves pour l'examen. Une épreuve technique qui sera coefficientée à 2 et une épreuve orale coefficient 1. Hein, donc, on a dit les 2 épreuves peuvent se dérouler séparément en termes de lieu et de temps. On peut avancer. Voilà. Sur l'épreuve technique, elle dure au maximum 15 minutes. Donc, on est sur le même schéma, 15 plus ou moins 3 minutes. Le candidat propose une prestation d'environ 10 minutes, plus ou moins 3 minutes, suivie d'un échange avec les examinateurs. Donc, l'idée, c'est qu'on voit à la fois le niveau technique et la recherche et son évolution dans la pratique. Donc le jury peut demander éventuellement des précisions, de revoir des choses. Voilà. On continue. Donc celle-là, elle sera coefficient 2. Encore une fois, dans la restitution, il y aura 2 blocs, un bloc sur 12 points et un bloc sur 8. Et encore une fois, la première qui est plutôt sur le savoir-faire et la deuxième qui est plutôt sur le savoir-être, l'intégration des principes, ce qui transparaît de la personne. Enfin voilà.
Euh, Ensuite, il y aura une épreuve orale qui, elle, sera coefficient 1, composée de deux parties. D'abord, un exposé du candidat et puis un temps de questions-réponses avec le juré sur l'exposé, ça peut être sur des questions sur la prestation réalisée, ça peut être sur le contenu du dossier de candidature. Voilà, ça permettra d'éclairer en tout cas les examinateurs sur là où le candidat en est. Voilà. Pour l'épreuve technique, c'est une petite précision, il y aura sans doute deux zoukés. Un ouké qui sera l'ouké avec lequel le candidat aura choisi de venir, et un deuxième ouké qui sera sans doute choisi ou tiré au sort parmi les autres candidats. Voilà, de façon à ne pas avoir une période trop longue avec le même ouké. Voilà. On peut continuer. Euh, voilà, donc on retrouve la même idée. Donc sur la note orale, on aura deux composantes, une composante sur 12, une composante sur 8. Ça sera la norme pour la restitution de toutes les notes de tous les grades, hein, à tous les niveaux. Donc la première apprécie l'exposé du candidat, les échanges lors de l'entretien, etc. Et la deuxième, elle permet de juger de la pertinence par rapport aux questions et de la pertinence des réponses, la prise de recul par rapport à son parcours. On continue. Voilà. Pour obtenir le grade, il faudra avoir 10 sur 20, sachant que la technique est coefficientée à 2 et la note orale à 1. Donc voilà. Donc il faudra avoir une moyenne de 10 sur 20 sur l'ensemble coefficienté. Voilà. Et pour le 5 et 6, si la personne échoue, il faudra qu'elle se représente à l'ensemble des épreuves. Donc qu'elle reprenne, qu'elle refasse le dossier de candidature complet, qu'elle refasse le cursus de formation qui, pour l'instant, est sous forme de stage. Voilà. Avant de passer à la fin, je suis le fil de discussion. Et il y avait une Oui. question sur la notion de barème, là. Euh, un candidat ayant 8 sur 8 en composante 2 et un 2 sur 12 sur la composante technique peut avoir son DAN. Alors, si on Non? parle des grades 1 à 4, oui, puisqu'il aurait 10, mais ça a l'air de vous choquer, mais en fait, c'est pareil qu'avant. Puisque si vous regardez avant, vous aviez un coefficient 15 sur le savoir et le savoir-être, sur le savoir et savoir-faire, un coefficient 5 sur le savoir. C'était pas le coefficient, c'était la note. Ouais. Oui, c'était la note avant, pardon, c'est la note, Ouais. oui. Ben, on avait la même disproportion. Quelqu'un pouvait avoir 5 à la technique et 5 sur le savoir-être, et il avait il avait aussi l'examen. Bon, je ne crois pas que les cas comme ça se soient beaucoup présentés, en général, hein. Mais Il y a- bon, il n'y a rien de choquant par rapport à ce qu'il y avait avant. Les chiffres ont un peu changé, mais ce n'est pas très différent. J'essaie d'avoir le fil de discussion avant d'arriver aux C'est dates. c'est- c'est J'en ai difficile quelqu'un. d'avoir quelqu'un qui a un savoir-être de 8 sur 8, notamment sur l'attitude en tant qu'ouké, sur l'ensemble des choses qui peuvent transparaître. Quelqu'un qui est très très mauvais techniquement ne donnera pas, par exemple, une impression de sérénité terrible ou de maîtrise de la situation. Voilà. Donc ça, c'est plutôt dans le savoir-être, on le mettra. Donc c'est très difficile d'avoir 8 à l'un et 2 à l'autre, quoi. Enfin, quelqu'un qui aurait 2 sur la composante 1, aujourd'hui, ne pourrait, enfin, je vois pas comment des examinateurs pourraient lui mettre un 8 de l'autre côté, quoi. Bon, pour répondre à la question de Farid, oui, c'est des choses qu'il faut mettre en place dans les jurys. Et en gros, pour être clair, sur les jurys 3 et 4, il y aura un webinaire d'échange de pratiques pour mettre tout le monde à peu près OK, hein. C'est ce qu'on a vu en bureau dimanche Mhm. soir. Sur les 5 et 6, on a une réunion qu'on organise bien sûr avec le jury et les animateurs du stage, de manière à ce que les choses soient complètement calées, hein. Mhm. Pas de note éliminatoire, Gilles, non. Tradition, il n'y avait pas de note éliminatoire, donc je vois pas Bah, pourquoi. surtout, il n'y avait pas de note au début. Il y a eu juste Oui, cette tentative avec. note éliminatoire, c'est en dessous de 10, hein, ça suffit déjà, Ouais. hein. Comme note éliminatoire, c'est déjà pas mal.
Ensuite, après, on rentre dans des discussions, on les mettra sur le chat et puis on fera quelque chose de plus écrit parce que on ne peut pas répondre en direct comme ça. Voilà. Après, il y a des coefficients qui jouent sur le 5 et 6 qui font que de toute façon, il faut avoir plus que 10 aux deux quasiment, hein. Voilà. On finit peut-être avec les dates avant de jouer sur un jeu de questions-réponses plus ouvert. Alors, juste peut-être pour revenir à la question des composants, euh, les critères d'évaluation restent les mêmes. C'est-à-dire que l'ensemble des critères qui sont définis dans la CSDGE sont maintenus. Là, on est vraiment dans la note de justification du résultat vis-à-vis du ministère. Donc, c'est quand même deux choses un peu différentes et on gardera tous les éléments qui composaient déjà l'appui de l'interrogation et de l'analyse pour les critères d'examen. Ces critères-là, ils restent vrais. Je réponds en même temps à des questions. Alors, Philippe, Monfouga, les grilles de notes ont été dans la CSDGE non validées. Mar a insisté sur un point, là, je pense qu'il faut vraiment que vous le mettiez dans la tête. Les grilles qui sont là, qui sont issues de ça, de ces composantes 1 et 2, sont des grilles de restitution de notes. Ce sont les grilles dans lesquelles les notes apparaîtront sur 12 d'un côté, sur 8, et qu'il y aura une moyenne de fait. Ces grilles sont quasiment les mêmes à quelques mots près, Fab, 2F3A, avec toutes les composantes des disciplines Les associées. disciplines associées. Ensuite, il y a des grilles comme celles que tu évoques sûrement, Philippe, qui sont des grilles d'interrogation. Ces grilles d'interrogation sont propres à chacune des disciplines. On a par exemple là une différence de vocabulaire d'approche avec la FAB qui parle très peu de savoir-être, de savoir-faire ou de savoir, qui a d'autres vocabulaires. Sur les disciplines associées, vous avez très souvent des examens qui, du premier au quatrième, euh, consistent entre autres à des ajouts de techniques. Alors que dans l'aïkido, en fait, en général, vous avez le bagage commun dès le premier ou le deuxième, et après, on est plutôt dans une appréciation de la manière de faire. Donc, en gros, les grilles derrière d'interrogation qu'aura le jury entre les mains, on en a testé quelques-unes l'an dernier. Elles sont en cours d'aménagement, hein, parce qu'elles n'étaient pas comme en définitif, et Mar, avec le CTN, retravaille dessus. Mais ce sont des grilles beaucoup plus détaillées, mais qui ne correspondent plus qu'à l'aïkido. Alors que les composantes 12 et 8 correspondent en fait à l'ensemble des disciplines qui composent FAB et 2F3A. Et ça, encore une fois, c'était une demande du ministère d'avoir des critères de jugement qui soient complètement homogènes, en tout cas dans les grilles de restitution. Le stage obligatoire, 5 et 6, c'est Sophie qui pose la question. Alors, ce qui est obligatoire dans le règlement d'examen, c'est un cursus de formation qui, cette année, se traduit par un stage obligatoire qui ont lieu le 7 et 8 mars sur, sur l'Île-de-France. Objectivement, le stage, aujourd'hui, est la meilleure solution qu'on ait trouvée. Si demain, on fait un rétex de cette année et qu'on se rend compte qu'en fin de compte, c'est pas ça qu'il faut faire et autre chose, le terme cursus de formation permettra en fait d'inventer autre chose, puisque c'est lié à chaque fédération. Après, pour la question de la localisation, on peut beaucoup se plaindre, mais l'Île-de-France reste le seul endroit où on trouve suffisamment de trains pour que tout le monde y aille. Multiplier les stages de formation, ça sera possible, avec un souci qui est le nôtre aujourd'hui au niveau de la fédération, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire des stages déficitaires. Un stage comme celui-là, sur 2 jours, sur un jour et demi, il faut qu'il y ait entre 50 et 60 personnes pour qu'il soit à l'équilibre à 90 euros. Donc, à partir du moment où on a 150 candidats, on peut effectivement en faire 2, 120. Si on n'a que 40 ou 50 candidats, il sera difficile d'en faire plusieurs. On peut toujours se dire, parce que Sophie, je sais où elle habite, hein, au fin fond du Néraquais et du Lot-et-Garonne, pour les Outre-mer, le stage est obligatoire aussi, hein, et on ne peut pas le décentraliser en Outre-mer. Donc, je pense que là, il y aura sûrement d'autres solutions à trouver, mais en tout cas, le stage reste un moment obligatoire, parce que Mar l'a dit,
Dans le stage du 7 et 8, les 7e et 8e qui animeront le stage auront un regard sur le comportement des pratiquants qui préparent l'examen. Ce comportement sera transmis forcément au jury, même si le stage n'est pas, je dirais, il faut participer au stage pour avoir la recevabilité, on va dire comme ça. Mais l'avis sera donné et on aura un avis sur la manière dont le candidat s'est comporté en stage. En fait, on juge sur un 5 et 6. Donc ce stage est aujourd'hui un grand moment de partage et de démonstration de pratique. Euh, On passe sur la juste, dernière. Oui, vas-y, Marc. non, par rapport à ce stage, c'est un stage qui est obligatoire pour constituer le dossier de recevabilité, mais qui n'est pas exclusif à des gens qui veulent passer l'examen dans l'année. C'est-à-dire que c'est un stage qui est ouvert à partir du quatrième dan à tous ceux qui veulent. Oui. Hein, ça, c'est important à être rappelé, puisque rien n'empêche quelqu'un de venir tous les ans faire ce stage depuis le quatrième dan jusqu'à son cinquième dan, ou depuis le cinquième jusqu'à son sixième. Hein, donc le stage est ouvert à tous. Il y a une autre question de Philippe, alors pas Philippe Monfouga. Est-ce qu'il y a une traçabilité différenciée sur qui montrerait comment est obtenu le DAN? Non. Oui, Bah oui, oui, enfin, sur la grille dans l'évaluation, d'interrogation. mais pas sur le diplôme, hein. Non, pas sur le diplôme. Le diplôme est le même. Ah non, Oui. le Dans diplôme est l'évaluation, oui, mais pas exactement le sur le même. diplôme, Au hein. moment de l'évaluation et au moment de la justification de la note, effectivement, euh, il y a une case qui dit passage aménagé ou non, et en quoi est-il aménagé. Mais ça, c'est uniquement pour la trace interne et pour le ministère. Lorsque vous passez le Mais le diplôme baccalauréat, est il le n'est pas même. ouais. Lorsque vous passez le baccalauréat, il n'est pas marqué sur votre baccalauréat si vous avez eu un tiers-temps ou pas. On est exactement dans les mêmes conditions. Mhm. Je prends où sont les grilles d'évaluation et restitution. Bah, Patrick, elles seront communiquées au fur et à mesure et en temps et en heure. Pas d'inquiétude à avoir. Euh, alors, ce stage à Fontenay, je regarde un peu ce qu'il y a. Il était forcément fait dans l'année de la préparation au cinquième. Oui, le Elle stage promène, obligatoire est forcément fait dans l'année de la préparation du cinquième ou du Oula. sixième. Oui. Quelle est la validité du stage cinquième et sixième? Pardon, Sébastien, mais je ne comprends pas la question. Il est valable parce qu'il faut que tu le passes. Il faut que... Il est valable avant l'examen. Il est Voilà. même obligatoire avant l'examen. Et s'il n'a pas été suivi pendant l'examen, avant l'examen, après, Ben, le le dossier n'est pas comportement recevable. n'a pas la même importance, mais il faut l'avoir fait pour pouvoir s'inscrire à l'examen, pour que l'inscription soit valable. Et dans l'année de l'examen. Ouais. C'est comme les Après, trois stages obligatoires du premier au quatrième dan, quoi. Enfin, ces trois stages, les trois stages obligatoires, ils sont dans les 12 mois précédant l'inscription. Ben là, ce stage-là, il est obligatoire l'année précédente, enfin, dans la saison du passage de grade. ok. On passe peut-être sur les dates à retenir qu'on a pour le moment calées. Je prends peut-être la main là-dessus, Ouais, Marc. vas-y, si tu Oui. veux. Vas-y, Donc vas-y. pour les examens premier et deuxième, à part l'Île-de-France qui propose quelque chose, mais ça c'est complètement lancé, mais on est sur l'ancien règlement, hein. Tant que l'arrêté n'est pas publié sur ce nouveau règlement, le règlement n'est pas applicable, hein. Qu'on soit très clair là-dessus, hein. Mais sur le premier et deuxième, ça ne change rien. Donc ça c'est plutôt Île-de-France et c'est la seule ligue qui est concernée. Les centres d'examen troisième et quatrième seront définis comme d'habitude en fonction des inscriptions. Clôture des inscriptions est positionnée comme d'habitude 3 mois avant l'examen qui a lieu cette année le 13 mars. Donc on est sur quelque chose que vous connaissez. Là, il n'y a absolument rien de changé. Pour tous les examens cinquième au sixième dan et pour tous les examens adaptés au premier au sixième dan, vous avez une ouverture des inscriptions qui démarre au 5 janvier 2026 et qui se finit au 31 janvier. Alors, vous allez me dire, vous allez sûrement l'écrire très vite, que c'est très court. Oui, mais comme on a eu la réponse du ministère que le 12 décembre sur l'examen, on pouvait difficilement le faire. Si vous lisez, quand vous lirez le règlement, à partir de la session prochaine, c'est-à-dire l'an prochain, on est sur des délais beaucoup plus longs sur le 5 et 6, hein, puisqu'on a laissé quasiment 6 mois. On pourra tout anticiper. Cette année, on ne pouvait vraiment pas. Euh, voilà pour les examens 5 et 6. Donc le stage obligatoire le samedi 7 mars, 9h-17h, dimanche 8 mars.
à Fontenay-sous-Bois. C'est très accessible par le RER A, je crois, hein, Sylvia, de mémoire. Oui. Oui, tout à Voilà, il y fait. a un hôtel à côté et on est à 13 minutes à pied. L'examen aura lieu le dimanche 14 juin de 8h30 à 17h à Courbevoie. Le gymnase vous est donné. Pour vous rassurer aussi, les jurys et les gens qui vont animer le stage, donc il y a 7 personnes qui aujourd'hui sont retenues et qui nous ont donné leur accord. On les a identifiés, c'est du 7 et 8. On est sur un entretien avec eux pour préparer ces choses-là au mois de janvier. Et donc, en gros, ils vont se mettre d'accord. Donc, on pourra diffuser au fur et à mesure. Et le temps de stage sera aussi un temps de rencontre. De nouveau, je ne sais pas si Marc sera sur place. Je serai sur place avec Gérard Frémont. Marc peut-être aussi à un moment donné. Ouais. Oui, je Ah. pense. Ouais. Donc, on pourra échanger pour ceux qui préparent, pour ceux qui ont encore des questions qui se posent des questions. Pour le handicap, pour rassurer tout le monde aussi, donc le 31 janvier, ça c'est classique, hein, on n'a rien changé par rapport aux dates. Les dépôts de candidature de dossiers seront clos. Nous saurons à cette date-là, en fait, quelles sont les personnes qui sollicitent un passage aménagé. À partir de ce stade-là, le médecin fédéral, avec son équipe et la commission médicale, va pouvoir appeler les clubs et les enseignants de ces personnes pour voir comment est aménagé l'enseignement dans son quotidien. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des difficultés de travailler à genoux, est-ce qu'il ne travaille pas du tout? Est-ce qu'il ne travaille pas dans certaines façons, etc. De manière à ce que l'adaptation de l'examen puisse être très personnalisée. Et nous avons avril ou mai, je crois que c'était début avril, Sylvia, qu'on a proposé la date, Le une 2 date de avril. rencontre avec la commission médicale, le bureau de la fédération et les jurys et les lits qui seront concernés par un aménagement de handicap, de Mhm. manière à ce que les jurys, qui sont à peu près désignés début avril, soient totalement informés des situations qu'ils vont rencontrer et que la commission puisse donner ses préconisations. Voilà. Donc on essaye d'avoir ce truc-là. Sur le handicap, je pense que tous les ans, on aura cette session-là, puisque ça peut énormément varier. Bon, bien sûr, majoritairement, nous risquons de rencontrer beaucoup de problématiques de travail à genoux, forcément, mais il peut y en avoir d'autres. Aujourd'hui, on a eu des situations avec un membre réduit, on a eu des situations, je crois, de langage des signes, on a aujourd'hui dans nos clubs des gens qui ont des autistes, donc qui ont parfois aussi des aménagements pour travailler avec des gens. Voilà, on peut rencontrer tout plein de figures, je ne suis pas médecin, mais on les traitera au fur et à mesure. Voilà, donc si vous le voulez bien, on a vos questions maintenant. Alors, on a déjà répondu à un certain nombre d'entre vous. Si vous le voulez bien, on va plutôt répondre à des questions techniques sur le règlement. J'ai vu passer des questions qu'on peut entendre et discuter, mais ça relève plutôt du travail des CTL et du DFR, savoir si la pratique à genoux, vu le nombre de candidats qui ont mal au genou, est préconisée en aikido ou pas. Je veux dire, c'est pas le président fédéral qui prend un avis là-dessus, mais le CHD et le CTN. Voilà, donc je vais couper le partage de manière à ce qu'on se voit mieux pour ceux qui y interviennent. Ça sera plus sympathique. Juste pour j'ai vu passer là une question concernant les examinateurs pour les 5 et sixième dan. Non, c'est une exception. Les examinateurs pour le sixième dan pourront être des septième dan aussi. Les choix des examinateurs se feront entre les septième et huitième dan. Mais voilà. Il n'y aura pas d'obligation de grade pour des raisons très pratico-pratiques, puisqu'il n'y aura pas de quoi avoir systématiquement des huitièmes dan disponibles. On n'en a pas assez encore. Alors, le choix des sujets. Donc, en gros, on a repris une idée qui existait déjà auparavant, hein, avec l'équipe précédente. Donc, en gros, vous aurez à choisir un sujet, ce qui se fera sûrement, alors, dans les années précédentes, dans les années suivantes, sûrement plus tôt, mais là, en fait, au plus tard, au moment du stage du 7 et 8 Mhm. mars. Mhm. Et vous pourrez avoir un échange donc avec les personnes qui animeront ce stage de manière à bien caler votre sujet et pouvoir le préparer. Et vous avez compris qu'en fait, l'examen technique est plutôt une démonstration autour de ce sujet. Mar l'a dit, avec un hockey que vous pouvez emmener et un deuxième hockey, parce qu'on s'est rendu compte que sur 10 minutes, c'est un peu compliqué d'avoir un hockey, vous les épuisez, c'est normal. Mais en même temps, 5 et 6, on peut s'attendre à ce que vous ayez des comportements avec des gens que vous ne connaissez pas forcément.
Et aussi pour limiter les coûts, parce que si vous devez amener dans vos valises 2 hookers, leur payer 4 jours à Paris, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, un hooker que vous pourrez amener avec vous et un hooker qui sera choisi parmi les autres candidats. Sur le sujet libre, oui, les sujets quand même qui puissent donner lieu à une démonstration technique, hein. Alors, est-ce qu'on a une idée du nombre? De manière générale, et c'est un peu la donnée qu'on s'est mise, si on prend le nombre de candidats qui ont passé ces derniers temps sur examen, ils étaient une dizaine et on avait à peu près quarantaine de dossiers. En fait, on peut estimer qu'on est entre 50 et 60 candidats potentiels si tous les gens sur dossier et candidats sur Tatami les années précédentes se candidataient cette année. Est-ce qu'il y en a un risque d'embouteillage? Je ne pense pas, parce que comme c'est neuf, je ne suis pas certain que tout le monde qui avait un dossier avant se risque sur, euh, sur le tatami directement, hein. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut là-dessus. Euh, il y a une idée qui m'était venue là, dans ce risque d'embouteillage. Non, mais ça me reviendra peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, vous prenez la parole ou vous l'écrivez dans le chat. Dans le chat, c'est plus simple parce on peut voir le fil. Il y a Tony qui a levé la main. Moi, je propose de lui donner Vas-y, la parole, effectivement. vas-y. Tony? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Ok. J'ai une question à poser. J'ai bien compris que pour les passages de grade sur dossier, donc pour les personnes qui ont un handicap, c'est la fédération qui demande pour les cinquième et sixième dan à ce que la personne passe. Alors concrètement, comment on fait? Parce qu'il faut bien que la fédération puisse identifier cette personne. Ah bah forcément, elle nous est signalée par son club ou son enseignant. Ou son président de ligue, ou son club, ou son Ou enseignant. lui-même, bah, Ouais, puisqu'il peut ou se lui-même. candidater lui-même. Mais en fait, c'est quand même, il faut que quelqu'un nous fasse remonter l'information, oui. D'accord, Bon, ok. on peut aussi considérer, et c'est le cas, ça veut dire que c'est une personne dont les services rendus à l'aïkido sont de niveau national, donc elle va être connue, hein. D'accord, ok. Ok, Enfin, ok. voilà. Enfin, l'idée de la gradation de la demande, elle est liée aussi à la gradation des services rendus. C'est-à-dire que la Fédé ne va pas demander a priori un sixième dan pour une personne qui s'est juste dévouée pour son club. Voilà. Ouais, tout à Après, fait. il Ouais. faut, il Voilà. faut se rendre compte d'une chose, hein, c'est que les durées en âge minimum, les durées n'ont pas forcément beaucoup évolué, mais les âges minimums ont énormément changé, hein. Ouais, tout à fait. Et Ce qui d'ailleurs, veut dire qu'un âge minimum pour un sixième, c'est 75 ans, hein. ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc moi j'ai un cas concret dans ma ligue, hein. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire, Mar, alors j'ai peut-être mal compris, hein, que pour les aménagements, enfin pour les dossiers, les grades sur dossier, les délais pourraient être les mêmes que pour les grades passés par examen. Alors, il y a deux types de grades sur dossier. Soit c'est un grade pour une situation de handicap, C'est pas le cas. hein. Euh, Situation de handicap et qui n'est pas aménageable. Situation de handicap, aménagement possible, il y a aménagement. Situation de handicap, impossibilité de mettre en place un aménagement, il peut y avoir une demande de grade sur dossier. Auquel cas, on revient aux conditions de l'examen. D'accord, ok, ok. Si ce n'est pas le cas, on est dans l'ultra exceptionnel et c'est Exceptionnel. ce qui correspond au tableau. Service rendu. Pour C'est répondre à service ta rendu, question, Tony, service rendu à la discipline. ouais, on a eu des cas de figure cette année qui étaient, alors c'était pas eux-mêmes, puisque c'était un prof qui demandait, qui disait, voilà, j'ai quelqu'un qui a 60, 62, 63 ans, qui pratique énormément, qui est là tous les week-ends, qui est là sur tous les stages, mais qui peut ne plus pratiquer à genoux. OK. Donc, je lui demande un grade sur dossier. C'était même pas du cinquième ou du sixième, c'était du premier ou du troisième. Mhm. C'est Mhm. ces situations-là qu'on va pouvoir régler en aménagement, en aménageant le parcours, puisque la personne pratique, ah ben dans ce cas-là, elle va à l'examen, quoi, hein. Oui, tout à fait, bien, bien compris. Ouais. Non, moi, c'était plutôt, enfin, moi, je ne vais pas parler de moi, hein, parce que je ne vais pas monopoliser le temps de parole, mais c'est une personne qui est réellement handicapée, quoi. C'est pas un handicap, voilà. C'est-à-dire qu'elle marche avec des béquilles maintenant.
et qui a été prof pendant 40 ans et qui a tenu un rôle majeur dans la ligue au niveau du collège technique. Et Pour faire remonter. voilà, c'est ça. Donc, je vais la faire remonter et puis je vais pas, je vais arrêter de parler de mon cas, mais j'ai eu les réponses à mes questions, pas de souci. Merci. Sur la question de Gaël, je crois, hein, un candidat au cinquième peut-il prendre un autre candidat comme hooké ou doit-il venir avec un autre hooké? Et quel est Les le grade deux. minimum? Alors, euh, on n'a rien écrit de mémoire, hein. Je ne voudrais pas raconter de conneries parce que ça fait un moment maintenant. On n'a rien écrit comme quoi il était obligatoire de venir avec son hooké. C'est pas obligatoire, mais je crois que c'est je ne sais pas si ça a été écrit. Non, non, on l'a Mais pas écrit. l'idée, c'est que, enfin, en tout cas, ce qui s'est fait jusque-là pour le cinquième, c'était la personne venait avec son hockey. Hein. Donc, cette possibilité, on la laisse ouverte, mais comme visiblement sur 10 minutes, c'est parfois difficile de tenir le rythme en tant qu'hooké, un deuxième hooké est possible, et dans ce cas-là, c'est pas la personne qui vient avec un hooké, c'est l'un des candidats qui passe, qui serait hooké pour la personne qui passe Sur le l'examen. grade mini, je pense qu'on est sur le raisonnement classique plutôt du grade maxi, c'est-à-dire que le grade de votre hooké, il doit être inférieur au vôtre ou celui que vous présentez. Voilà. Venez pas avec un cinquième dan pour passer un grade cinquième dan en tant que hooké, quoi. Alors, je me permets juste, la question, c'était parce qu'en fait, pour tout vous dire, on serait trois. Pardon, on serait trois à présenter le cinquième Dan cette année du même club. On essaierait, entre guillemets, enfin surtout, pour rien vous cacher, mon mari et un autre ami, se prendraient mutuellement de hooker. C'était ça, c'était en ce sens ma question, en fait. C'est tout à fait possible, Gaël, hein. Il n'y a aucun Si c'est problème tout à là-dessus. fait possible, il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas Donc, possible, mais juste, il faudra bien réfléchir au niveau du passage dans les inscriptions. Si oui. vous passez tout de suite après, ça va peut-être être difficile aussi, hein. Si les personnes se suivent, il faudra peut-être faire une indication pour que vous Vous le passiez, précisez vous à ce ayez moment-là. un temps de répit, entre guillemets, entre les deux passages. Sinon, ça peut être une difficulté supplémentaire pour vous. Pas de souci. Bah, comme ça, au moins, on sait, on précisera à ce moment-là s'ils se prennent effectivement en tant que cookie mutuellement. On précisera qu'ils se prennent en tant que cookie. Comme ça, au niveau de l'organisation de l'examen, effectivement, ce sera beaucoup plus simple. Ok, Merci pour votre réponse. compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? Je ne les vois pas, moi, Ouais, du Il y coup. a, il y a encore une question sur les sujets finalement qui peuvent être proposés. Et là, une question, si je comprends bien, le sujet sera choisi à l'occasion du stage cursus Oui, 5e, 6e oui, Dan en lien Oui, avec les oui, formateurs. oui, oui. oui, oui. Alors, venez avec des idées, mais vous l'arrêterez ce jour-là, le 7 et 8 mars, là. Il y avait aussi des questions, Thierry, va être facile de répondre. Est-ce que l'examen se tiendra avec les deux fédérations? Non. Non, 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 on garde la séparation des épreuves entre 2F3A et FFAB. Là, je pense Bon, que ouais. on va pas revenir, enfin, va pas revenir tout de suite, je pense. Sur la notion d'examen à huis clos, ça a été posé, donc le passage d'examen ne se fera pas à huis clos. Sébastien, sur le 5 et 6, on n'a rien décidé. Sur le 1 à 4, on est comme on faisait d'habitude. Et encore une fois, le ministère ne nous a rien imposé là-dessus. Sur le 5 et 6, moi, on verra avec les jurys, hein. Moi, je laisse complètement filer les choses là, au niveau fédéral. On n'a pas on a le choix. Pas d'autres questions? Pas d'autres remarques? Bon, je suppose que vous allez forcément vous réveiller au fur et à mesure, hein. Je vote contre le huis clos pour les 5 et 6. Et je sais, Farid, on verra, je ne sais pas. Voilà. Il y a eu des remarques aussi aujourd'hui sur un mail de quelqu'un, d'un président de CODEP qui faisait la remarque sur
sur la petite phrase qui a changé sur le rendu, mais ça peut faire la remarque avec le huis clos. Vous avez remarqué que on a conservé le rendu post-examen au candidat par le jury, en précisant bien que c'est un moment à part du jury. C'est un moment de restitution, mais ce n'est pas un moment qui peut donner lieu à une contestation de la part du candidat, puisqu'elle est complètement en off. Alors, elle est nécessaire pour le candidat, s'il veut l'entendre, et parfois nécessaire pour le jury pour préciser des choses, mais on l'a bien écrit, ça ne peut pas donner lieu à un recours. C'est aussi pour dire à un moment donné que on n'est pas à huis clos, on a un public. Même si le public est très gradé, il reste public, il n'est pas jury à ce moment-là et que le jury est souverain. Et que trop souvent, vous l'avez vous en club, vous le savez, trop souvent on a des remarques dans les jurys qui sont parfois désobligeantes par rapport à des avis qui ont été donnés. Je pense qu'il faut respecter le jury et les candidats. Le jury est le plus juste possible. Voilà. Thierry, il y a encore une question Ouais. que je lis, hein. Je crois avoir lu dans le règlement intérieur que seule la FFAB pouvait mettre fin aux fonctions des membres de la commission. Est-ce exact? Oui, oui, c'est un point faible, mais sur lequel il n'y a pas, enfin, je l'ai dit au début, mais je vais le dire jusqu'au bout, il n'y avait pas vraiment de solution pour aucune des deux fédés. Ça veut dire que le ministère nous a dit, vous faites comme vous voulez, mais c'est une des deux fédérations qui portera Qui la porte. CSDGE. Donc, si ce n'était pas la FAB, c'était nous. Hein. C'est une discussion qu'on a eue en comité directeur. La discussion, et c'est une discussion qu'on a dû régler très tôt, puisqu'on l'a réglée en décembre 2024. Honnêtement, la situation dans laquelle on a retrouvé la 2F3A ne nous permettait pas de nous positionner sur un portage. Aujourd'hui, je dirais plus la même chose, parce qu'on a largement rééquilibré tout. Bon, après, il faut être très clair, on peut avoir des discussions techniques avec la FAB où on n'est pas tout à fait d'accord sur la manière de faire parfois, et ça a eu lieu, en CSDGE. Je dirais quand même que sur la manière de faire le règlement, etc., les accords ont été complets et on est sur une excellente entente. Alors, il y a toujours un risque, je l'entends, mais de toute façon, on m'avait fait la remarque aujourd'hui. Vous n'oubliez pas que le ministère, alors je sais que c'est une Arlésienne, mais l'Arlésienne a l'air de sortir du bois puisque le ministère a vraiment décidé que, pas à la fin de cette mandature, mais de la prochaine, les deux fédérations devraient fusionner. Ou en tout cas, qu'il ne donnerait qu'un seul agrément. Qu'il ne donnerait qu'un seul agrément. Donc soit on En fait, continue à jouer, c'est soit à un exprimé moment comme donné, on ça. se met d'accord. Parce que là, l'entente est bonne. Bon, si on se fâche, oui, ça peut très mal finir. Alors, question pour les examens de 1 à 6, et notes sont-elles données aux candidats en fin d'examen? Non, non. Non. Alors, pour une raison simple, qui est très administrative, à la fin de l'examen, lorsque vous êtes président de ligue et que vous donnez les résultats, vous les donnez en attente de validation de la CSDGE. Donc, il n'y aura qu'à la fin, lorsque la CSDGE aura couru, que les notes seront arrêtées et que là, la procédure est inscrite dans le règlement. C'est la même qu'il y avait avant. Le candidat fait une lettre recommandée à la CSDGE pour avoir accès aux détails de sa notation et il aura exactement ce que vous avez vu, les notes qui ont été mises sur les composantes 1 et 2 avec les remarques du jury. Voilà. Alors, qu'est-ce que Jacques Maigret? Chaque jury est constitué de commissions d'interrogation. Si c'est un jury constitué, il y a au moins un deuxième élément, non. Oui, chaque commission d'interrogation est constituée de deux membres, si c'est ça la question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Jacques, si tu veux bien reprendre les choses, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Attends. Je reprends, là, ouais, je prends la parole. Oui, parce que s'il est constitué, ce jury, bon, il est constitué d'une commission d'interrogation, mais qui est le jury en lui-même. Et il n'y a pas un Alors, deuxième élément derrière. La constitution d'une commission, d'un jury, ça comprend plusieurs éléments. Là, il n'y en a qu'un. non, Il non, y a non. juste la Alors, commission. voilà. La commission, c'est l'ensemble des membres la commission, c'est deux personnes. Le jury est constitué de l'ensemble des membres des commissions. Alors, quand on a, par exemple, sur un premier dan, on peut avoir trois ou quatre personnes, trois ou quatre commissions qui vont tourner en même temps.
C'est l'ensemble de ces 6 commissions qui constituent le jury avec un seul président de jury. Et c'est bien l'ensemble de de ces 3 commissions, par exemple, avec ces 6 membres. Alors, c'est vrai que chacun délibère en fonction de ce qu'il a vu, mais on a bien une harmonisation qui est faite entre ces 6 personnes, si ces 3 commissions. Donc, ce n'est pas un jury égale une commission, hein. C'est bien pour ça qu'on l'a précisé, parce qu'il y avait avant un gros mix de tout ça. On mélangeait à la fois les jurys et les commissions. Un jury, c'est un président et un certain nombre de personnes qui sont organisées en commission d'interrogation. Ça veut dire, par exemple, dans ce qu'on a écrit, et c'est une des questions qui est assez récurrente dans les grandes ligues. Imaginons, je prends le cas exprès Ligue Nouvelle-Aquitaine parce que la question s'est posée. Imaginons que sur le premier dan, on ait assez de candidats pour faire passer des candidats à Poitiers et d'autres à Bordeaux. Le règlement précise que c'est toujours qu'un seul jury. C'est toujours le président de ligue qui serait président de ce jury. On peut avoir une commission d'interrogation qui se tient à Poitiers, une commission d'interrogation qui se tient à Bordeaux, et lors de la délibération, le président s'organise soit pour réunir les deux, soit pour faire une vision entre les deux au même moment pour avoir la décision définitive. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui, je comprends. C'est-à-dire que là, en fait, le terme de jury, là, comprend l'ensemble, pas comme auparavant où il y avait le jury 1, jury Oui, 2, jury 3. oui, c'est ça. D'accord. Hmm. Oui. Alors, pardon, j'en ai fait un cheval de bataille lorsqu'on a écrit ce truc-là, mais je suis un vieux de l'éducation nationale. Et je fais bien la différence entre un jury et une commission d'interrogation. Voilà. D'accord. Merci. OK pour tout le monde? Bon, bah, dans ce cas-là, on vous souhaite de bonnes fêtes. Vous avez le temps de cogiter ça entre la poire, le fromage et le foie gras. Profitez de vous, de vos familles, et puis on se revoit à la rentrée. Et s'il est nécessaire à un moment donné, surtout si vous êtes assez nombreux, n'hésitez pas. Bah, on refera des temps comme ça, hein. Ce n'est pas un problème d'avoir des temps d'échange et de répondre aux questions. On se rend compte qu'en fait, c'est assez nécessaire en général. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous.